Donc salut Delphine. Salut, Aïssatou. Donc tu es une slameuse, comédienne et humoriste. Tu es aussi d'origine camerounaise et guadeloupéenne. Et donc tu reviens d'un voyage au Sénégal pour le 3e congrès international sur la drépanocytose à Dakar. Et donc je sais que c'était ton premier voyage en Afrique et que tu as fait un petit séjour à Gorée. Et j'aimerais un peu que tu me parles de ce voyage et de tes impressions en fait. Alors déjà d'arriver au Sénégal, ça a été impressionnant parce que bon là on change carrément de continent. Déjà ne serait-ce que le voyage, parce que les seuls voyages qu'ici que j'avais effectués en avion, les longs courriers en tout cas c'était vers les Antilles, et c'est vrai qu'on voit pas grand-chose. Là en revanche quand on traverse le Maroc, on voit tout le désert. Donc on sait déjà qu'on a changé de continent. Et moi rien que déjà lorsqu'on survolait le Maroc et j'avais l'impression de changer même de planète. C'était un décor presque martien, quoi. Donc là, l'impression d'entrer dans la 5e dimension, mais sans aucune connotation péjorative. Et c'est vrai que quand on a atterri donc au Sénégal, donc là, quand on sort de l'avion, c'est comme aux Antilles comme quand j'étais petite, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de sas. Donc, c'est-à-dire les portes s'ouvrent et là, boum, on se prend l'atmosphère africaine en pleine tête, la chaleur aussi. Et vu qu'on est parti en hiver, là on arrive, il faisait 35 degrés, la luminosité, enfin, et puis une odeur très caractéristique. Donc déjà, ça remplit. L'avantage, c'est que quand je me suis retrouvée à Dakar, j'avais pas l'impression d'être dépaysée, enfin, j'avais vraiment l'impression d'être chez moi. Maintenant, c'était le regard des autres. Je l'ai su par les personnes qui m'accompagnaient qu'on me regardait quand même bizarrement à Dakar aussi parce que j'avais mon afro, parce que je me traînais en pantalon de capoeira et que c'est vrai que les gens n'ont pas l'habitude là-bas de voir des noirs qui ressemblent à ça. Donc on me regardait, mais sauf que moi, je marchais dans la rue sans complexe. Ce qui m'a touchée et non pas choquée, c'est l'extrême pauvreté en fait. Puisque nous, on était là-bas avec une bande de comédiens, on n'avait pas de gros moyens, donc on n'était pas adepte du taxi, donc on a beaucoup marché. Et c'est vrai que quand on marche beaucoup dans Dakar, mais effectivement, il y a des enfants de 1 an, 2 ans qui traînent dans la rue jusqu'à 5 heures du matin et qui vous demandent de l'argent. Et ça, c'est sûr qu'on n'y est pas habitué ici, on est habitué à avoir une pauvreté, mais c'est sûr qu'il y a beaucoup de mouvements qui sont ancrés dans les institutions qui permettent quand même d'avoir un suivi des personnes qui sont dans la rue, même si des situations sont dramatiques en France, ça n'a vraiment rien à voir avec l'Afrique, où on voit des familles entières dormir à même le sol, et c'est vrai que c'est impressionnant. Dur, mais en même temps, il faut faire la part des choses et se rendre compte qu'effectivement, à notre niveau, on ne pouvait pas faire grand-chose sinon donner une pièce de temps en temps, et en même temps faire attention, parce que tout de suite, lorsqu'on donne une pièce, ça ramène énormément de monde. Mais c'est vrai qu'on a fini le voyage avec ce voyage à Gorée, qui pour moi signifiait beaucoup, c'est-à-dire que j'en parlais déjà dans l'avion dès l'aller, et j'étais donc avec des Arabes, avec un jeune de confession juive, etc. Et on a fait ce voyage-là ensemble. Pour moi, j'ai l'impression que c'était pour moi, pour qui c'était le plus important. Et une fois sur place, vu qu'on a eu la visite qui a été donnée par Joseph Ndiaye, qui est le conservateur de Gorée, où tous on s'est sentis en fait concernés, puisqu'il y a une phrase en fait que je disais à la fin à Toimi, à Sébastien, donc un ami de confession musulmane et un autre ami de confession juive, et je leur disais alors qu'est-ce que ça vous fait, parce que moi j'étais très touchée donc après la visite, qu'est-ce que ça vous fait de connaître en fait l'histoire des Noirs, et là, en fait, ils m'ont répondu tous les deux comme un seul homme qu'effectivement, ce n'était pas l'histoire des Noirs, mais l'histoire des hommes, et que si effectivement, nous, on avait vécu cette partie dramatique, que ça aurait pu tomber sur n'importe quel autre peuple si les textes saints avaient été réécrits différemment. Enfin, vraiment, ils se sont sentis aussi impliqués que moi, en sachant que moi, forcément, je l'étais plus, puisque j'ai laissé un mot, par exemple, en dédicace à mon arrière-grand-mère qui était elle-même esclave, qui était antillaise. Donc forcément, Gorée, ça signifiait beaucoup pour moi. Je connaissais déjà Joseph Ndiaye avant de m'y rendre. Donc c'était un objectif obligatoire de mon passage à Dakar de me rendre à Gorée. Or, eux se sont laissés entraîner par moi, par le fait que j'étais vraiment comme guidée vers cette île et qui se situe même pas à 10 minutes en bateau de Dakar. Donc, ce que je peux retenir, en fait, vraiment comme conclusion, ce que je pourrais dire, c'est que lorsque je suis arrivée juste devant la maison des esclaves, il y avait une statue qui s'appelle La Libération,
qui a été envoyée par Lucette Michaud-Chevry, qui était l'ancienne conseillère régionale de la Guadeloupe, qui a envoyé donc cette statue à Dakar. Et il y a une statue donc, qui est magnifique, et à côté une plaque, et c'est de nos frères guadeloupéens à nos frères africains, et avec une énorme carte de la Guadeloupe. Et je suis, de par ma mère, d'origine guadeloupéenne, et c'est vrai que du coup, lorsque j'ai vu cette statue, ça a été comme un instant magique, puisque je me suis sentie enfin une seule, réconciliée. Et ça intervenait juste avant mes 30 ans, donc c'est vraiment heureux, puisque pendant longtemps je me suis débattue comme ça avec des origines diverses. Maintenant on me dit souvent oui mais bon t'es noir, mais il faut faire attention. La culture antillaise et la culture notamment camerounaise, ce sont deux cultures distinctes. De ma génération, il y a très peu de couples issus de relations mixtes comme ça, africanti, qui ont survécu. Beaucoup ont divorcé ou se sont séparés. Donc vraiment, ça a été compliqué. Mais là, le fait de me retrouver là à Gorée, de voir cette statue en Afrique, je me suis sentie une seule, réconciliée, en paix. Et depuis ce voyage, j'essaie de me construire différemment, et je me sens beaucoup plus sereine en tout cas. D'accord, une nouvelle femme. Ouais, non, mais c'est ce que j'ai écrit dans le slam sur Gorée, et je le dis, ça peut paraître comme ça présomptueux, mais c'est vraiment comme ça que je le ressens en fait. D'accord. Et donc parmi ton actu, tu viens également de finir le tournage donc d'un documentaire qui s'appelle Dans la peau d'un noir, qui est produit par Canal+, et donc qui reprend un peu l'idée de Black and White qui est sortie aux États-Unis. Est-ce que tu peux nous parler du concept et de quel rôle tu as eu dans ce documentaire? Donc oui, c'est un docu-événement, donc Dans la peau d'un noir, inspiré du livre de Griffin, où suite à une expérience, un homme blanc se retrouverait noir. Bon, après le livre, on en pense qu'on veut. En revanche, là, donc on prend une famille noire qu'on maquille en blanc, en famille blanche. Donc c'est un maquillage de cinéma, donc pas du tout dans les délires des films de Spike Lee, où vraiment un noir se noircit encore plus pour faire l'effet Yabon Banania, pas du tout. C'est vraiment être très réaliste. Et on prend une famille blanche que l'on maquille en noir. Par exemple, il y a eu des testings qui ont été faits par rapport aux entrées en boîte, par rapport aux entretiens d'embauche. Et là où j'interviens, en fait, c'est que j'anime un atelier slam très particulier. C'est-à-dire que pour la première fois, on m'a demandé de réunir uniquement des noirs pour un atelier d'écriture. Dans ce groupe, effectivement, parmi les noirs en question, il y a le jeune Jonathan qui lui est blanc, maquillé en noir dans l'atelier. Et il y a également donc la fille noire qui du coup n'est pas grimée et qui peut vraiment dire ce qu'elle a à dire. À mon niveau, je suis intervenue en leur donnant des thèmes propres à la diaspora, c'est-à-dire les questionnements que l'on peut avoir à la sortie de l'adolescence, puisqu'ils ont à peu près juste le même âge. Jonathan a 16 ans, Audrey 19 ans. Jonathan, c'est le jeune blanc, il a 16 ans. Audrey, la jeune métisse, a, elle, 19 ans. Donc on a à peu près pris des jeunes intervenants de cet âge-là. Mais dedans, il y avait effectivement des jeunes gens qui n'avaient jamais slamé de leur vie. Et c'était impressionnant de voir que dès qu'on les déclenchait sur un thème lié à la diaspora, c'était impressionnant de voir comment ils se lâchaient et ce qu'ils avaient dans les tripes. En revanche, ce que l'on a pu constater, c'était que le jeune Jonathan, ce n'était pas juste une question de couleur de peau pour ressentir toutes ces discriminations, parce qu'effectivement, il avait du mal à se sentir concerné, il avait du mal à prendre la parole, parce qu'effectivement, ça lui passait dessus comme son maquillage qui s'enlevait, quoi, en fait. Donc après, je ne sais pas comment ça va être monté, etc. Mais en tout cas, sur l'idée de départ, sur le pitch, j'ai trouvé l'idée très intéressante parce que de nos jours, on nous fait croire que la France, c'est un pays de droit, que c'est un pays comme ça où on ne connaît pas beaucoup de racisme, où les communautés se mélangent. Mais dans les faits, on est toujours, enfin, une bonne partie à se dire que tous les jours, effectivement, on subit des vexations, et c'est encore plus vexant de se rendre compte que ces vexations ne sont pas reconnues. Vexations, je suis en train en plus de minorer la chose, mais on se sent obligé parfois de se dire non, là je suis parano, ou de laisser tomber, parce qu'effectivement, sinon on passe pour un subversif, limite pour un mercenaire, quoi, comme on dit au bled. Donc ce type d'initiative est de toutes les manières positive. Maintenant, j'ai hâte de voir le résultat monter. Est-ce que tu peux nous parler de tes débuts?
Alors mes débuts, déjà ça monte à... Enfin, j'ai fait un choix il y a à peu près 4 ans de vraiment vivre de ce que je faisais, donc de professionnaliser tout ça. Donc c'est vrai qu'en 2003, j'étais assistante de direction, j'ai lâché mon boulot pour suivre des cours de comédie au Théâtre de la Main d'Or. Donc à la base, vu que j'étais déjà slameuse et que j'avais gagné pas mal de tournois, enfin je commençais à me faire un nom dans le slam, j'avais envie en fait de prendre des cours de comédie professionnelle. Parce que jusqu'alors j'avais suivi des cours ben, via le Théâtre de l'Air Nouveau, qui était un théâtre qui avait été créé par Luc Saint-Éloi. Mais c'était de l'amateurisme en fait. Enfin moi je le prenais comme cela, c'était pour me sentir mieux, mais là, j'avais vraiment envie de creuser et de monter toute seule sur scène. C'est-à-dire que Luc, il nous apprenait en fait à jouer en interaction. Et c'était un jeu très, très à l'antillaise. Et moi, j'avais envie de jouer devant tout public. Donc j'ai suivi les cours dispensés par Carlotta pendant 1 an et demi. Parce que, en fait, à la Main d'Or, c'était le seul endroit où il me donnait la possibilité de travailler sur des sketchs et de passer en scène ouverte tous les mois. De faire une scène ouverte tous les mois, de monter sur scène. Parce que je trouvais ça aberrant de suivre des cours peu importe où pendant 1 an et puis se rendre compte au spectacle de fin d'année que vraiment t'es pas bon ou qu'il faut que tu lâches l'affaire, quoi. C'est un petit peu dur. Parce que là, bon, la sentence elle est immédiate, c'est tu passes sur scène, les gens rient ou ne rient pas et tu sais si tu peux persévérer ou s'il faut lâcher l'affaire, quoi. Donc voilà, j'ai suivi les cours à la Main d'Or. Ensuite, j'ai écrit mon spectacle en 2004. J'ai travaillé la mise en scène pendant 1 an avec Carlotta. Et j'ai joué la première fois mon One Woman Show Islam au Réservoir en juillet 2005, avec Grand Corps Malade en première partie au Réservoir. Et à partir de là, j'ai eu quelques dates au Réservoir. Et puis je me suis rendu compte très vite qu'il ne suffisait pas d'écrire, il ne suffisait pas de bosser la mise en scène. Le plus important, c'est une production pour pouvoir jouer son spectacle et le tourner sans tout faire, parce que c'est pas possible de tout gérer à un moment, de penser à sa concentration, penser à améliorer son spectacle, en plus appeler les salles. Il y en a qui le font très bien, mais ils prennent des cachetons où ils meurent même, enfin ils ont des ruptures d'anévrisme et tout, donc j'aime bien être précise, et c'est vrai que ce qui est très vite intervient à ce niveau-là lorsqu'on a un spectacle, c'est qu'il faut travailler avec une production pour pouvoir le développer. Mais sinon, c'est comme ça que j'ai commencé, donc avec les scènes ouvertes de la Main d'Or, et parce que j'avais gagné pas mal de tournois slam, notamment au Lapart à Bastille, où tu arrives dans un tournoi. J'ai commencé les tournois en 2003, pareil. Tu arrives au tournoi avec des mecs, quoi. Il y avait des mecs dans les tournois, et puis les nanas arrivaient, c'était oui, mon chéri, machin, enfin un style toujours à parler des mecs, etc. Et puis je me dis, j'avais autre chose à dire, autre chose à défendre, et puis ça fonctionnait pas mal. Donc voilà, le fait de faire des tournois, en fait, c'est la possibilité de tout de suite montrer ce qu'on a dans le ventre et de montrer qu'effectivement, on n'est pas dans un rapport perso avec son slam. C'est-à-dire que forcément, lorsque tu participes à un tournoi, vu que ce sont les gens qui choisissent le gagnant, donc il faut vraiment les toucher, il faut vraiment chercher cette relation, ce pont, quoi. T'es pas tout seul dans ta salle de bain en train de dire ton slam, quoi. Donc c'est impliquant. Donc oui, on peut dire que c'est 2003 qui a vu ma vie changer du tout au tout, quoi. Donc j'ai décidé de me consacrer entièrement à mon art, au slam et à la comédie. Donc si on peut dire une année qui a vu Delphine 2 naître, c'est 2003. Et par